une journée très spéciale. Tu as vécu, d'après moi, un moment qui passera à l'histoire, je pense, dans les médias au Québec. Oui, dernière journée de Paul Arcand au 98.5 aujourd'hui. Au moment où on enregistre ça, on vient tout juste de terminer. Ça fait 1 heure. Il y a 1 heure, j'étais dans les studios avec toute l'équipe de Puisqu'il faut se lever, toute l'équipe du 98.5, des collaborateurs actuels, anciens collaborateurs. Il y avait 120 personnes qui étaient là pour souligner la carrière de Paul, pour faire l'émission une dernière fois. Fait que c'était une journée très, très, très chargée en émotions. Mais hier aussi, c'était chargé en émotions parce que hier, c'était notre dernière régulière, si on veut. Comme d'habitude, l'émission usuelle, si on veut. Fait qu'hier matin, 7 h, je savais que c'était la dernière fois que j'ouvrais le micro avec Paul Arcand. J'ai eu l'occasion, on a fait un truc spécial pour clore aujourd'hui. Mais hier, j'ai trouvé ça... c'était difficile de rester fort, là. Après 2 ans et demi. C'est peu sur le 34 ans de carrière de Paul Arcand, mais 2 ans et demi qui ont passé dans le temps de le dire. Puis je faisais un petit calcul rapide. C'est plus de 500 chroniques que j'ai faites avec Paul Arcand, à 7 h le matin dans une case horaire qui... Tu le disais, Salim, qui est exceptionnel. Il n'y a pas d'autres tribunes aussi percutantes au Québec, au Canada même, parce que l'émission de Paul, c'était l'émission la plus écoutée au Canada, français, anglais. Et ce segment-là, sauf erreur, dans cette demi-heure-là, je pense que c'est la demi-heure la plus écoutée. Fait que quand tu te ramasses avec ce privilège-là, mais cette responsabilité aussi, ça vient avec beaucoup de pression, de stress. Je peux pas croire que déjà, ça fait 2 ans et demi que je faisais ça, mais là, c'est terminé malheureusement. Mais c'est ça que j'allais te demander parce que, comme tu dis, c'est un spot qui est très écouté. Nous, à l'époque, quand on travaillait en politique, c'était Jean Lapierre et tout le monde, tous les attachés politiques, tout le monde qui était dans cet écosystème-là de la politique écoutait pour voir qu'est-ce que Jean Lapierre va dire. Est-ce qu'il y a un scoop? Est-ce qu'il a appris? Il disait souvent que ça met le rythme un peu de la journée. Là, donc là, on cogne à ta porte. Jonathan, tu veux-tu ce spot-là? Et j'allais juste te dire, c'est très stressant. C'est une pression énorme. Mais j'allais justement te demander comment tu ressens. T'es la personne que tout le monde va écouter pour savoir qu'est-ce qui se passe en politique, ton analyse. Et n'oublions pas une autre chose, c'est que les gens, souvent comme nous, le jour d'après ou 2, 3, 4 jours après, on va dire de quoi qu'il parlait, lui? Si t'as pas raison. Si t'as raison, on dit « Ah, shit, il avait l'information. » Sinon, t'es comme, on te plante, il sait pas de quoi il parle. Donc, il y a une pression d'établir aussi ta crédibilité. Oui. Je prends le début de ta question, là, quand on t'a demandé si tu voulais occuper cette case-là. Premièrement, si j'avais pu, la réponse aurait été non, je pense. non, mais pour de vrai, c'est comme te faire offrir de coacher le Canadien de Montréal. Tu peux pas dire non à ça. C'est comme te faire rappeler dans les grandes lignes. Tu peux pas dire non à ça. Donc, tu es considéré pour faire la chronique de 7 heures avec Paul Arcand. Tu te dois de dire oui. Puis c'est l'apogée de ce que tu veux faire comme analyse politique. Là. Tu peux pas... Puis écoute, j'ai eu de la chance de faire la joute, de faire des soirées électorales, mes émissions à la radio, mes chroniques dans le journal. J'avais déjà un parcours que j'aurais jamais pensé avoir quelques années avant. Et là, cette opportunité-là arrive. Donc, évidemment, bon, je dis oui, mais vous dire là, le stress, la pression des semaines qui ont précédé ma première chronique. Puis je vais me souvenir toujours de la veille de ma première chronique. J'étais à l'hôtel Bonaventure, comme la station de la place Bonaventure. J'étais tout seul dans ma chambre, je préparais ma chronique. Puis je me disais, si seulement il pouvait avoir un incendie au 98, un appel à la bombe, quelque chose, un défaut d'architecture. Les boss m'appellent et me disent, écoute, demain, ça n'arrivera pas. J'étais terrorisé. Parce que j'en parlais ce matin dans le petit segment que j'ai fait, mon dernier segment, je pense que vous l'avez entendu. C'est de loin la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie, professionnellement parlant. Là. Quand on a des enfants, on sait c'est quoi, ça peut être difficile aussi, mais pour toutes sortes de raisons. Parce que, premièrement, il y a la charge de travail qui est absolument exceptionnelle.
Moi, j'avais parlé beaucoup avec Bernard Drainville avant de faire la transition, puis Bernard me disait, je mets de 6 à 8 heures par jour sur ma chronique. Ben, moi, je savais que Bernard, c'était un bourreau de travail. J'avais travaillé à la Joute, puis Anaïs Descaries, qui était notre chef de pupitre, me disait, hey, quand Bernard était là dans le temps, là, écoute, il travaillait, ça n'avait pas de bon sens. Puis je me disais, ben, peut-être qu'il en fait un peu trop. Le résultat est bon, mais peut-être qu'il y a moyen de ne pas faire 6 à 8 heures par jour. Pour me rendre compte assez rapidement que c'était ça. C'était de 6 à 8 heures par jour. Quand tu prends le temps que tu mets à préparer la chronique avant le matin, je me réveille à 4h15 pour lire tous les journaux, m'assurer que ce que j'ai préparé la veille, c'est encore bon, c'est encore d'actualité. Je fais la chronique. Donc, là, tu as un gros bloc de 3 heures à préparer. Puis quand je reviens de mon émission de radio, parce que j'anime de midi à 3 à Québec, à 3h30, tu rembarques sur le téléphone. Puis ça peut arriver là, qu'à 5h, 5h30, je fais comme, OK, tout est bon, j'ai ce que j'ai besoin. Mais des fois, ça va aller jusqu'à 8h, 8h30, 9h, quand il y a une crise, 9h30, 10h le soir. Fait que moi, je dis toujours que depuis 2 ans et demi, ma vie tourne autour de 10 minutes de radio avec Paul Arcand. Tu es toujours en train de penser à ça. Donc, charge de travail. Deuxième élément, puis je suis convaincu qu'on va peut-être en parler plus en détail, mais c'est la chronique de Jean Lapierre. C'est ça. Ouais. C'est la chronique de Jean Lapierre. Moi, dans ma tête, j'étais rendu à remplacer Bernard Drainville, qui avait fait un super bon travail. Il ne faut pas oublier Louis Lacroix aussi, qui a été le premier à remplacer pendant 1 an Jean Lapierre. Mais quand ils ont annoncé que c'est moi qui prenais la chronique, j'ai réalisé à quel point dans la tête des auditeurs, dans la tête des gens politiques, dans la tête des gens des médias, c'était encore la chronique de Jean Lapierre. La chronique mythique de Jean Lapierre que tu te fais prêter dans le fond parce que ça va toujours être la chronique de Jean Lapierre. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Puis le troisième aspect, ben, c'est justement de savoir à quel point le milieu politique, le milieu médiatique suit ça. Ouais. Ça vient avec la pression, j'en ai parlé, mais ça vient avec beaucoup de responsabilités. C'est cliché, là, mais j'aime citer l'ongle de Spider-Man. Là, ouais. With great power comes great responsibilities. Tu es conscient que tu as ce pouvoir-là. Tu dois être très, très humble par rapport à ça. Mais tu dois être conscient que tu ne peux pas dire n'importe quoi parce que, justement, après ça, ça va être repris. Ça va influencer le cours, la journée. Il y a des fois où c'est évident. Là, tu vas dire quelque chose, tu vas sortir, mettons, une exclusivité. Mais là, tu sais que tu as donné... Mais des fois, c'est juste une discussion que Paul et moi, on va avoir, un angle qu'on va prendre. Puis là, tu te rends compte que dans les scrums à l'Assemblée nationale, à la période de questions, dans d'autres émissions, tu dis comme... Oh, OK, on a donné le ton, l'angle. Puis des fois, c'est peut-être un hasard, mais il reste qu'à l'usage, tu connais l'influence de cette chronique-là. Fait que ça vient avec une grosse responsabilité, sauf que je termine ma longue réponse en vous disant que moi, ce que j'ai toujours gardé en tête, c'est que d'abord et avant tout, quand j'ouvre le micro à 7 h le matin, je parle à monsieur et madame tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des fois où je me dis, il y a peut-être du staff, des élus, des médias qui font comme, c'est évident ce qu'il dit. Non, mais monsieur, madame tout le monde, pour eux, c'est pas nécessairement évident. Puis c'est à eux que... C'est le fun là, que tous ces gens-là écoutent aussi les médias. Mais d'abord et avant tout, moi, je parle à des auditeurs. Fait que c'est ce que j'essaie de garder en tête. Toi, tu as un parcours un petit peu différent. En fait, à la fois similaire et différent, là, parce que tu n'as pas été un élu, mais tu as fait tes classes quand même en politique. Puis tu les as faites, entre autres, au contact de Jean Lapierre. Donc, tu as travaillé pour lui. Oui. J'ai travaillé pour... en fait, moi, la politique, ça s'est présenté sur le tard. Là. J'avais ma sœur que bien des gens connaissent, Stéphanie Trudeau, qui est vice-présidente exécutive chez Énergir. Ma sœur m'a initié à la politique parce qu'elle en faisait depuis un jeune âge. Mais moi, quand j'ai commencé à m'impliquer pour les jeunes libéraux, c'était même pas pour la politique. Je voulais devenir policier à l'époque. Ouais. Puis ma sœur me traînait dans les événements politiques, puis je faisais la sécurité, tu sais. Puis là, j'aimais ça dans les congrès jeunes, tu sais c'est quoi, là? Ouais. Ça brassait, puis là, j'étais responsable de la sécurité, puis tout ça. Et là, tranquillement, pas vite, bien, j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique. Puis là, éventuellement, j'ai rencontré ma blonde, avec qui je suis encore aujourd'hui depuis 21 ans. Et elle est restée à Québec, moi, je restais à Laval à l'époque. Et une façon pour moi de voir plus souvent ma blonde, ben, c'était de devenir CDR, de représentant régional pour la CJ, puis qu'on puisse se voir dans les rencontres qu'on faisait un peu partout au Québec. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. Puis là, bon, éventuellement, j'ai eu une occasion de déménager à Québec, transférer mon bac à l'Université Laval et d'avoir un emploi qui m'avait été offert pour la commission jeunesse du PLQ pour m'occuper des communications cet été-là.
j'aurais pas pensé travailler en politique, sincèrement. Mais l'aspect des communications, des relations publiques, c'est plus ça qui m'a amené en politique. Puis ça a déboulé tellement rapidement. J'ai fait un été. À l'époque, j'ai 21-22 ans. Puis ça a très, très bien été. On avait eu un super de bon congrès jeune, beaucoup de visibilité. Mon travail, visiblement, avait été apprécié. Mais là, mon contrat terminait. Et on était dans la première année du premier mandat des libéraux de Jean Charest. Mais là, mon contrat terminait. Puis là, il me disait, on veut t'offrir un emploi. Moi, je voulais travailler à temps partiel en même temps que je faisais mes études. Puis là, on m'avait offert un poste à la recherche à l'Assemblée nationale. Pas exactement ce que je voulais faire. Là, j'avais développé le rêve de devenir attaché de presse parce que j'avais vu le documentaire À hauteur d'homme. Puis Hubert Bolduc était devenu mon idole. Puis là, soudainement, là, c'était clair, je voulais devenir attaché de presse. Et là, il y a quelqu'un, Serge Lebel, qui est un militant libéral très connu, qui est impliqué aussi au fédéral. Jean Lapierre venait de revenir en politique comme lieutenant du Québec de Paul Martin, élection minoritaire. Beaucoup d'élus fédéraux perdent leur emploi dans la région de Québec, donc du staff aussi. Et là, il y a le bureau régional des ministres qu'on appelle, donc le bureau du lieutenant du Québec à Québec. Et là, tout le monde veut cette job-là. Mais Jean Lapierre étant Jean Lapierre, il a dit non. Moi, je n'irai pas dans la vieille talle de Jean Chrétien puis tout ça. Fait qu'il avait dit présentez-moi du nouveau monde. Et là, moi, j'ai eu une entrevue avec Jean Lapierre. Pour moi, Jean Lapierre, c'était le gars des médias. J'étais un peu trop jeune pour avoir connu son premier passage en politique. J'étais super impressionné, 22 ans. Je le rencontre, je me dis, écoute, j'aurais eu une rencontre avec Jean Lapierre. Zéro implication en politique fédérale. J'avais pas de carte de membre, rien. Puis une semaine après, son chef de cabinet m'appelle puis il me dit Jean veut travailler avec toi. J'en revenais pas. Fait que j'ai travaillé pour Jean Lapierre, mais très, ça n'a pas duré longtemps. C'était une époque difficile, le gouvernement qui était menacé de tomber, tout ça. Fait que j'ai travaillé 6-7 mois à peu près seulement pour Jean Lapierre. J'étais basé à Québec, j'allais à Ottawa de temps à autre. Mais après ça, Jean Lapierre était toujours voulait rester proche de ses anciens employés, c'était le lieutenant à cœur, puis tout ça. Et moi, ma relation de proximité, Jean Lapierre, qui était mon mentor, un ami, elle s'est développée après ça. Pas tant quand j'ai travaillé pour lui. Parce qu'il m'a toujours suivi, il m'appelait, il venait à Québec, on va-tu déjeuner, on va-tu dîner, on va-tu souper, on met-tu nos potins à jour, etc. Puis, il n'y a pas une décision que j'ai prise jusqu'à son départ où je ne l'ai pas consulté. Où il ne me disait pas... à un moment donné, je voulais quitter la politique, puis il me disait « Non, moi je vais appeler pour toi. Comment qu'il disait ça? On se vend jamais aussi bien que quelqu'un d'autre va nous vendre. » Puis Jean Lapierre, c'était ça. Fait que ça a été une relation que j'ai beaucoup aimée. Puis là, ce qui nous ramène à le fait d'occuper sa cause. Ça a été... D'ailleurs, Marianne Lapierre, sa fille, était là aujourd'hui pour parler de l'époque où son père était là. Fait que écoute, je me sens incroyablement privilégié d'avoir connu Jean Lapierre, d'avoir une si belle relation avec lui, d'avoir fait partie des jeunes qu'il a encadrés, qui a été un mentor et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça... Vous le savez, comme moi, on a côtoyé beaucoup de gens qui ont l'impression qu'on fait que de la politique dans leur vie, ce qui est tout à fait noble. Mais c'est le fun quand tu es au gouvernement, mais quand tu es dans l'opposition, la traversée du désert est un petit peu plus difficile. Puis je me suis dit, c'est pas quand notre gouvernement va être battu ou vraiment en fin de régime que ça va être le bon moment. J'avais une bonne cote là, dans le milieu des médias, relations publiques et tout ça. Fait que j'ai décidé que je quittais à 28 ans. Puis là, je suis devenu directeur des communications de l'Aéroport de Québec pendant 5 ans. Ça a été très précieux dans le travail même que je fais aujourd'hui parce que de me donner une connaissance du fonctionnement du privé, je faisais partie du conseil d'administration, des comités de direction, j'ai siégé sur des CA d'OBNL et tout ça. Fait que ça a été un gros 5 ans, j'ai bien aimé ça. J'avais une belle trajectoire, là, vraiment en relations publiques et tout ça. Puis à un moment donné, est arrivé un accident, une parenthèse. Ma conjointe, on a eu notre deuxième enfant. Puis j'ai pris une partie du congé parental parce que, elle devait finir ses examens pour le Collège Royal pour officiellement être reçu médecin. Fait que j'avais décidé de quitter l'aéroport puis de prendre quelques mois à la maison. Puis là, à un moment donné, Jérôme Landry, qui était à Choix à l'époque, m'appelle puis il me dit « Ouais, on vient de perdre notre chroniqueur politique. Éric Duhem est parti avec Nathalie Normando, FM 93. Tout est dans tout. » Il dit « T'as-tu déjà pensé faire une chronique politique? » J'aime la radio. J'en faisais comme directeur des coms de l'aéroport puis tout ça. Mais on peut essayer.
J'en ai fait 1, 2, 3, puis quelques mois après, le journal m'a appelé pour devenir chroniqueur. La télé est venue. Quelques mois après, j'avais mon émission de radio avec Richard Martineau que j'ai animé pendant 2 ans, puis après ça, tout a déboulé, puis ça fait déjà 9 ans de ça que la parenthèse dure, dans le fond. Quand j'ai commencé à faire des chroniques à la radio, là, les premières semaines, je n'étais même pas payé. C'était pour l'essayer. Là, à un moment donné, tu signes un petit contrat, tu es payé, pas grand-chose. Puis je me disais, dire qu'il y a des gens qui font ça à tous les jours, là, que c'est leur vie, puis je rêvais, puis j'aime la télé, j'ai aimé écrire aussi, mais la radio a quelque chose d'exceptionnel. C'est un médium qui m'a toujours fasciné, puis de penser presque 10 ans après que c'est devenu ma vie, c'est devenu ma carrière. Vous faites un podcast, c'est une autre forme de radio que j'adore en passant, là. Mais moi, chaque fois que je pèse sur le petit piton pour ouvrir mon micro, là, que ce soit le matin ou dans mon émission, il se passe de quoi, là? Je me tanne pas de ça. Puis oui, des fois, on est fatigué, puis c'est comme n'importe quoi. Ça devient un travail avec des irritants, avec des... Mais mon Dieu que j'aime ça. Il se passe de quoi? Quand je pèse sur le piton, là, il se passe de quoi? Mais tu es en contact avec du monde, puis tu arrives à avoir de l'information, puis tu sors des informations. Parfois, c'est des scoops, etc. Mais c'est sûr que quand tu es écouté, si écouté le matin, mais c'est sûr que tu as des ministres, tu as des attachés de presse, tu as des députés, des gens de l'opposition, des gens de partout, etc., qui écoutent, même des fonctionnaires d'ailleurs, qui écoutent ça, etc. Puis ils s'adaptent à ça parce qu'ils se disent, ben là, comment ça va sortir? Comment c'est... Tu sais, tu fais et défais les journées de beaucoup de monde. Est-ce que ça... Est-ce que tu le réalises en le faisant? Puis je te le dis pas dans le sens... tu es responsable de ça. Tu fais ta job, puis tu la fais très bien. Et puis le monde, en tout cas, d'une manière générale, les gens sont assez unanimes sur la question. Mais est-ce que toi, quand tu dis quelque chose, tu sais qu'il y a du monde qui vont passer une très bonne journée ou une très mauvaise journée? Oui. Oui. Puis quand tu vas faire passer une très mauvaise journée à quelqu'un, je serais très mal à l'aise de me réjouir de ça. Non, c'est sûr. Évidemment, tu veux faire... tu veux pas créer de l'indifférence. Tu veux que ce soit entendu, tu veux que ça fasse jaser, tout ça. Mais le bout que je trouve qui est le plus difficile, c'est d'être très critique avec des élus sur leur travail. Quand c'est de l'information par rapport à un dossier, puis que tu as un élu qui va se ramasser à défendre ce dossier-là parce que c'est son dossier, c'est tel que tel. Mais quand il y a un aspect qui touche la personnalité, tu sais, quand on fait par exemple les bulletins de fin de session, ben, le fait d'avoir côtoyé les politiciens de si près, ça fait en sorte que c'est le bout des fois où je trouve difficile, mais en même temps, moi, j'ai un travail à faire, c'est de dire ce que je pense. Je n'inventerai pas, je ne dirai pas ni plus ni moins, mais tu sais, je vais éviter de tomber dans le trop personnel ou dans la facilité ou parce que je sais, comme là, la semaine passée, je faisais, en début de semaine, je faisais mon dernier bulletin avec Paul. Ben, j'ai eu des échos, là, tu sais, ouais, tel ministre, il a eu bien de la peine. Ben oui, mais il a eu bien de la peine. Qu'est-ce que je te dise? Veux-tu qu'on s'explique pourquoi, puis tu vas être d'accord avec moi en bout de ligne sur ce que j'ai dit, j'ai rien inventé, tu sais. Fait que tu es conscient de ça. Il y a des fois où les incidences sont plus grandes, tu le sais que ça va être gros, puis ça donne un peu le vertige. Tu sais, je pense que le meilleur exemple que je pourrais citer dans les 2 dernières années et demie, c'est tout ce qui a entouré le départ de Dominique Anglade. Ah ouais. Tu sais, là où a sorti au tout début, la première fois, l'histoire de Marie-Claude Nichols qui était insatisfaite, puis que bon, le remaniement des responsabilités, tout ça, c'est avec Paul qu'on en a parlé. Puis j'ai eu la chance d'avoir des bonnes sources, d'avoir des bons contacts, puis tout ça qui a fait en sorte qu'on a été au devant de tout ce qui se passait dans cette histoire-là à chaque matin. Ça a duré quelques semaines. Puis je me souviens du matin où j'ai dit, puis tu sais, je couche sur papier un peu, je structure ma chronique tôt le matin, l'avant. Puis là, à un moment donné, d'écrire, je pense pas que Dominique Anglade va s'en sortir. J'ai comme l'impression que la fin est prévisible. Elle ne pourra pas rester chef. Puis là, tu dis, OK, je vais dire ça. C'est pas parce que je vais le dire que ça va arriver. Mais je suis conscient que ça va augmenter encore la chaleur de quelques degrés dans la pièce, que ça se peut que là, ça devienne une partie du narratif, que d'autres auraient peut-être aussi dit, mais tu sais, je sais qu'à 7 heures le matin, je suis le premier à le dire. Ça, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident non plus. Mais tu vois,
Et ça, je vais faire un parallèle avec quelque chose qui s'était passé avec Jean Lapierre. Jean Lapierre avait, à un moment donné, annoncé que Marguerite Blais allait démissionner du caucus libéral de Philippe Couillard à l'époque. Et elle, visiblement, c'était quelque chose qu'elle avait discuté à l'interne, mais qui n'était pas nécessairement une décision qui était encore ferme. Ouais. Elle n'était pas prête à l'annoncer. Elle n'était peut-être pas prête encore à l'annoncer, effectivement. Puis, je me souviens, je pense qu'elle avait tweeté ou écrit comme statut Facebook un truc du genre « Un papillon est allé souffler l'information à Jean Lapierre ». Et ça avait un peu précipité son départ. Qui a mené donc à une partielle à l'époque. D'ailleurs, c'est la partielle qui avait amené Dominique Anglade en politique, en politique, avec le PLQ à tout le moins. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des informations parfois qui ont un impact, mais en même temps, c'est de l'information d'intérêt public. Je vais te donner un autre exemple, qui est quand même assez contemporain, le départ d'Émilie Lessard-Terrien. Au moment où, au mois de mars, Émilie Lessard-Terrien annonce dans un statut Facebook qui aura pris quelques jours avant que ça se soit récupéré, là, malheureusement, ça s'était fait un peu dans l'indifférence au début, mais annonce qu'elle se retire pour des raisons de santé et tout ça. C'est Radio-Canada qui sort la nouvelle. Moi, le matin, j'en parle à ma chronique en citant Radio-Canada, puis évidemment, tout le monde respecte le fait qu'il y a un enjeu de santé, qu'elle se retire pour une période de temps indéterminée. Moi, assez rapidement, après ça, j'ai des indications à l'effet que derrière ça, il y a peut-être des motifs de mésentente à l'intérieur du parti et tout. Mais je trouve ça très délicat. Parce que Émilie Lessard-Terrien, c'est une personne que je respecte, une mère de famille. Bon, là, il y a des enjeux de santé et tout ça. Je me dis, je ne sais pas si je suis à l'aise d'aller là. Donc ça a duré peut-être 2 semaines. Puis là, après ça, je continue des fois à poser des questions à gauche et à droite. Et là, ça devient plus concret là, que sans parler d'enjeux de santé, il y a un enjeu de cohabitation à l'intérieur de Québec solidaire et que ce n'est pas étranger à ce qui se passe et que moi, je commence à avoir de sérieux doutes à savoir si elle va revenir ou pas. Et là, à un moment donné, je dis, je le sors. Puis là, le vendredi matin, j'ai décidé de sortir cette information-là. Le hasard fait que le samedi matin, Antoine Robitaille publie une chronique qui va un peu dans le même sens dans le journal. Puis dans la nuit du dimanche au lundi, Émilie Lessard-Terrien démissionne. Puis là, tu te dis, si j'en parle pas le vendredi, est-ce que ça a précipité les choses? Est-ce que... il y a tout ça, là, quand je parlais de la responsabilité du poids, là, tu te dis, OK, tu peux... des fois, tu peux amener les choses dans une direction. Puis je le répète, là, j'ai pas la prétention de dire que telle ou telle chose serait jamais arrivée si j'en avais pas parlé. Non. Mais tu sais qu'à la limite, tu as au moins pas aidé, en tout cas. Et donc, quand il y a un intérêt public, c'est toujours moi ce qui me guide, là, puis ce qui guide normalement les journalistes, c'est est-ce qu'il y a un intérêt public? Si la réponse est oui, tu dois en parler. Mais là, après ça, il y a comment tu décides d'en parler. C'est ça. Tu sais, il y a des fois où sur des sujets sensibles, je pourrais appuyer plus fort, là. Faire de l'effet de toge, puis faire plus réagir. Mais moi, j'essaie de doser, de calibrer pour garder en tête qu'il y a toujours des... Tu sais, Jean Charest disait toujours derrière les humains, après la politique, il y a avant la politique, il y a la vie. Puis il y a des humains derrière les politiciens. Ça, moi, je le garde. C'est une règle d'or pour moi. J'ai un job à faire, mais que je suis conscient qu'il y a des gens qui rentrent à la maison auprès de leur famille, puis de leurs enfants, puis de leurs proches après aussi. Là, tu ouvres une porte très intéressante parce que, tu sais, une personne comme toi, qui fait les médias à Québec, c'est où qu'on trace la ligne? Parce que, tu sais, on entend toujours la différence entre les médias, par exemple, à Montréal versus Québec. Tu as mentionné Émilie Lessard-Terrien, Québec solidaire. Je pense souvent à Catherine Dorion qui avait un problème avec les médias de... comment on appelle les médias poubelles ou les radios poubelles ou whatever. Tu sais, toi, la responsabilité que tu mentionnes, tu sais, c'est où que tu traces la ligne? Puis, est-ce que tu écoutes ces arguments-là? Est-ce que tu es conscient que peut-être il y a des gens qui pensent qu'à Québec, c'est dur, à Montréal, c'est un peu plus flexible, c'est un peu plus doux? Tu sais, t'es où là-dedans, toi? On l'a dit tantôt, moi, j'ai commencé à Choix Radio X. Puis je me cacherai jamais de ça.
il y a déjà des gens qui m'ont dit « Ah, il renie son passé parce que j'ai été très, très dur avec Choix Radio X et certains de ses animateurs à qui je ne ferai pas le plaisir de les nommer, particulièrement pendant la pandémie et tout ça. Mais moi, quand j'ai commencé à Radio X, il y avait une espèce d'accalmie là, dans tout le phénomène des radios poubelles et tout ça. La salle s'était oxygénée, mettons. Personne ne pourrait accuser Richard Martineau et moi d'avoir fait de la radio poubelle pendant 2 ans de temps. Là, absolument pas. Après ça, on a quitté. Puis la radio poubelle, oui, ça a existé à Québec. À certains égards, ça existe encore. Mais je trouve ça dommage des fois de voir qu'il y a cette étiquette-là qui perdure ailleurs au Québec, de penser que parce qu'on fait de la radio qui est différente à Québec, c'est un format qui est totalement différent. C'est de la radio d'opinion qui est plus appuyée. C'est une radio où la proximité est plus grande avec les auditeurs. Ouais. Ils ont l'impression de nous connaître beaucoup parce qu'on parle de nos vies, ils connaissent le nom de nos enfants, ils savent. C'est ça la radio de Québec. Puis c'est une recette qui fonctionne. Là. Les codes d'écoute sont incroyables à Québec. C'est un marché de radio qui est unique en soi, mais qui est juste différent de celui de Montréal. Puis moi, au début, on me disait « Ah, tu ne pourras pas faire de la radio à Québec là, si tu veux faire des médias ailleurs. » Puis, ben non, ça fait 9 ans. Je suis animateur de radio à Québec, mais je suis chroniqueur à Montréal. Je l'ai été dans le Journal de Montréal. Je suis à RDI avec Patrice Roy. Puis moi, ce que je sais, Georges, c'est que moi, j'assume ce que je fais. Ouais. J'assume le genre de radio que je fais. Et je trouve ça dommage des fois qu'on va aller mettre tout le monde dans un même panier. Moi, je sais que je suis fier de ce que je fais. Puis j'aime la radio de Québec. Ouais. Tu sais, les gens de Québec, parce que dans le fond, c'est un projet qui affecte les citoyens, les résidents de Québec. Pas juste de Québec, hein, grande région de Québec. Grande région, exact. Les gens qui viennent de la Beauce, de Chaudière-Appalaches. Ouais, c'est Québec, Chaudière-Appalaches. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Moi, je pense que l'histoire va retenir que ça aura été le dossier le plus chaotique, catastrophique de la CAQ. Parce que, évidemment, on ne peut pas écrire l'histoire de ce qui va se passer à l'élection d'octobre 2026, mais là, en tout cas, il y a une tendance qui, pour l'instant, est lourde. Et autant la CAQ s'est bâtie à partir de Québec, son éclosion au moment où, justement, Geneviève Guilbeault avait gagné la partielle, autant on a l'impression que ça s'est défait à partir de Québec. Parce que je sais que le troisième lien a été incompris, disons, pour le reste du Québec. Mais les gens de Québec y croyaient vraiment. Mais vraiment, vraiment. Puis moi, en tant que Lévisien, là, pogné dans le trafic, fait 10 ans que je défends le troisième lien corps et âme dans les médias. J'y croyais vraiment. Et la CAQ l'a promis, l'a repromis, a présenté des projets qui n'avaient aucun sens, le gros tube, le bitube et tout ça, mais il continuait à le promettre pour finalement, tout de suite après l'élection, alors qu'il l'avait encore une fois repromis, l'abandonner en invoquant des prétextes qui étaient complètement ridicules. Ouais. Sur la baisse de l'achalandage et tout ça, alors que les données du ministère des Transports prouvaient que l'achalandage était déjà en train de revenir au niveau pré-pandémique, refusait de dire que c'est parce que le projet était pas faisable, le projet qu'il avait présenté, qui était trop cher, qu'il n'y avait pas de financement du fédéral et tout ça. Donc, moi, depuis que je suis la politique, j'ai jamais vu un sentiment de trahison aussi intense, aussi fort. Les gens de Québec, de Lévis, ils sont fâchés après le gouvernement. Puis pas juste ceux qui étaient visés par le troisième lien. Le résultat de la partielle dans Jean Talon, pour remplacer Joël Boutin qui a amené l'élection de Pascal Paradis, le comté de Jean Talon, là, 0 touché par le troisième lien. 0 touché. Mais eux ont ressenti aussi le sentiment de trahison dans la région de Québec. Ouais. Même s'ils n'étaient pas touchés, puis c'est le message très, très fort qu'ils ont envoyé au gouvernement. Et là, depuis ce temps-là, ils paient le prix pour ça. Et là, il arrive avec le rapport de CDPQ Infra qui est même pas favorable à un troisième lien. Je respecte beaucoup le travail que CDPQ Infra a fait. C'est-à-dire qu'il laisse une petite porte. Ouais, mais ça, c'était... je pense que c'est une petite fleur politique. Moi, j'ai eu Charles Lémon en entrevue, là, puis je l'ai questionné là-dessus. Ouais. Puis...
si tu fouilles un peu, il dit que le troisième lien, c'est pas une bonne idée. Ouais. Moi, je pense que ça, ils ont mis ça pour aider le gouvernement à sauver la face en leur disant, ben là, on transfère ça dans votre cours, on dit que c'est pas dans notre mandat. Mais là, les gens de Québec disent, ben non, vous revenez pas encore une fois avec ça. Là, même ceux qui sont pour le troisième lien disent, mais non, mais on vous croit pas. Ouais. On vous croit juste pas. On observe cette tendance, puis tu sais, quand on voit plusieurs sondages, on se dit, oh, plusieurs sondages, ça commence à se solidifier un peu, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens, et j'en fais partie pour être honnête, peut-être que je suis biaisé, mais c'est comme ça, qui se dit que que ce sont des intentions de vote qui sont stationnées parce qu'il y a une volonté de magasiner une alternative, mais une alternative qu'on ne voit pas encore. Est-ce que c'est le genre de sentiment que tu peux avoir en analysant un peu, toi, les sondages, etc. Là? Ben, moi, je pense que le Parti québécois est loin du pouvoir. Là. En ce moment, c'est le parti qui est évidemment le mieux positionné, mais la popularité du Parti québécois, c'est aussi l'échec des autres partis d'opposition. C'est ça. Parce que, oui, Paul Saint-Pierre Plamondon est un politicien qui est habile. Il a bien vendu l'idée de faire de la politique autrement, ce qui est vrai à certains égards, mais pas tout le temps. Là. Il est capable de faire de la politique assez partisane et traditionnelle, mais au niveau du branding politique, ça a bien été vendu. Mais il y a aussi l'absence d'alternative, un Québec solidaire qui a de la misère à être crédible. Bon, le Parti libéral du Québec qui se cherche totalement, qui n'a pas de chef. Les conservateurs non plus sont pas crédibles. Puis la CAQ a perdu la confiance d'une majorité de la population. Donc là, c'est le Parti québécois. Jean-Marc Léger, le sondeur, dit toujours que les Québécois aiment ça tomber en amour. Les romantiques. Ouais. Il dit toujours que dans une campagne électorale, il vient un moment là, où collectivement, là, on fait comme OK, on va aller. Des fois, c'est pas toujours raisonnable et tout ça. Moi, je pense que là, les Québécois sont tombés en amour avec le Parti québécois. Mais on est bon aussi pour finalement virer notre chemise de bord puis de trouver que ce qu'on aimait beaucoup, ben finalement, ça marche plus. Tu sais, j'aime donner l'exemple. J'aime ça donner des exemples de la vie du quotidien. J'ai déjà utilisé ce parallèle-là avec François Legault et son côté un petit peu gaffeur. Tu sais, des fois, tu vas rencontrer une fille dans la vie, là, puis les premières dates, elle a un petit rire particulier, là, puis tu dis genre « Oh, je trouve ça tellement mignon, c'est cute, puis ça te séduit. » Puis un an après, tu dis « Je suis plus capable de son rire, ça me tape ses nerfs. » Mais je pense que des fois, les Québécois, on est comme ça. Tu sais, le côté gaffeur de François Legault, on le trouvait humain, puis tout ça, à cette heure, on n'est plus capable. Ben là, est-ce que ça pourrait arriver au Parti québécois? Un parti qui est un chef qui est différent, qui fait... Mais est-ce qu'à un moment donné, Paul Saint-Pierre Plamondon va vivre le contre-coup des gens qui vont dire « Ah, OK, regarde, là, lui, on n'est plus capable de le voir. » Il reste beaucoup de temps avant l'élection. Avant l'élection, puis l'élément fondamental, c'est l'appui à la souveraineté, là. Qui n'augmente pas, même si Paul Saint-Pierre Plamondon en parle. Puis tant mieux, puis c'est vrai, il assume son... Ça, les collègues dans les médias lui reconnaissent beaucoup le fait d'assumer son option puis tout ça. Oui, c'est vrai, mais moi, je pense que c'est pas stratégique à ce stade-ci, là. Mais ça lui donne pas, à ton avis, justement, le fait qu'il assume ses positions puis ses convictions, ça fait en sorte qu'il y a peut-être moins de méfiance à son égard. Donc peut-être que stratégiquement, c'est pas la chose la plus forte, mais tu sais, tu disais qu'il est arrivé à vendre l'idée qu'il pouvait faire de la politique autrement. Mais alors, pour ça, il faut avoir en face de soi une population qui est peut-être moins méfiante. Alors lui, au moins, je vais donner en fait, c'est une anecdote. J'étais dans une salle d'attente d'un hôpital, puis il y avait 2 personnes qui étaient en train de parler. Puis ils ont parlé de politique. Puis là, ils étaient comme « Hey, le jeune, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est bon. Tu sais, je le vois bien se faire élire, etc. » Puis l'autre gars qui dit « Ouais, mais tu sais, moi, la souveraineté, c'est vraiment pas mon fort, mais vraiment pas. Puis là, l'autre qui répond, le premier là, qui répond « Ouais, mais sais-tu quoi, là? Il pourra pas la faire sans un référendum. Fait qu'on va simplement voter non au référendum. » Tu sais, genre... Donc, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui se disent on le verrait bien gouverner, mais on contrôlera son option. Là. Mais c'est parce que c'est encore dans longtemps. C'est vrai. Quand on va être en campagne électorale, puis que ça va être un des enjeux principaux de la campagne, là, les gens vont peut-être plus se passer. Puis là, ce sera le travail des autres partis, que ce soit la CAQ, les libéraux,
puis je mets les libéraux ont de l'expérience là-dedans, là, d'exposer le risque de la souveraineté, puis de tout ça. Donc, c'est correct qu'ils l'assument, mais moi, je trouve qu'en l'assumant de façon aussi appuyée que ça, en faisant des sorties que moi, j'ai trouvées démagogiques, là, rappeler les déportations, puis les exécutions, puis tout ça, parce que le fédéral pilait dans les champs de compétences du Québec dans un striptease prébudgétaire. Sincèrement, j'ai trouvé ça odieux. Et les gens qui pouvaient se dire « Ah, je ne suis pas souverainiste, mais je ne l'haïs pas, lui. » Ben moi, je pense que là, tu as peut-être réveillé la méfiance. C'est parce que l'autre chose, là, et je veux rappeler aux gens qui nous écoutent, parce qu'on a eu Paul Saint-Pierre Plamondon, on a eu Pascal Bérubé aussi, puis il y a un argument, et tu dois leur accorder ça, c'est que en ce moment-là, dans le contexte politique où on se trouve, tant François Legault que Justin Trudeau leur rendent leur job facile à vendre leurs arguments que, ben là, regarde, si on était seul, on n'aurait pas de problème d'immigration. Puis si on était seul, on n'aurait pas ceci, puis cela. Puis tu les écoutes parler, puis tu dis, ouais, tu sais, peut-être qu'ils ont raison. Parce que les autres font une job tellement mal que ça nourrit un peu leurs arguments. Mais moi, je m'amuse depuis plusieurs années. Puis à un moment donné, on avait fait un peu un stunt à LCN avec ça, là, où j'étais avec Mathieu Bock-Côté à la joute, puis j'avais pris des photos de moi devant un monument des Patriotes, puis je disais que j'étais en réflexion, parce qu'à l'époque, on était dans le post-loi 21, puis j'aimais vraiment pas ce que le reste du Canada pensait du Québec, jusqu'à temps que je comprenne que les Canadiens, en tant que tels, en avaient pas mal rien à cirer, que c'était plus une certaine élite médiatique là, qui pointait du doigt le Québec. Mais j'aime des fois faire des blagues parce que je suis connu comme étant un fédéraliste puis tout ça, que il m'arrive de réfléchir à qu'est-ce que ça prendrait pour que je bascule dans le camp souverainiste. Et moi, dans ce temps-là, je cite l'exemple de l'Écosse. Si l'Écosse est passée à un cheveu de faire sa souveraineté, c'est pas parce que ils utilisaient comme argument les rengaines, les rancœurs du passé, puis la méfiance de l'autre, puis on n'a rien en commun, puis tout ça. Non, c'était basé sur des réussites. Basé sur une capacité qu'ils avaient, ils l'ont pas eu, mais ils sont passés proches, à démontrer que, hey, regardez, on est capable par nous-mêmes. Puis moi, j'en ai souvent discuté en ondes, en dehors des ondes, avec Paul Saint-Pierre Plamondon. J'en ai parlé avec Jean-François Lisée à l'époque. J'en ai régulièrement parlé avec Pascal Bérubé, avec Mathieu Bock-Côté. Moi, je leur dis, si un jour vous voulez lancer si vous voulez aller chercher quelqu'un comme moi, arrêtez de me parler des Patriotes. Arrêtez de me parler du référendum de 95 puis tout ça. Parce que moi, je fais juste... Arrêtez de vivre dans le... Puis je sais, il faut savoir d'où on vient. Puis... Mais moi, je suis intéressé à où on va. Donc, c'est pas la mélancolie, toi, qui t'intéresse, c'est plutôt c'est plutôt la promotion de ce qui fait notre différence, mais comme force. Et non. Cette démonstration-là, elle n'est pas faite. Là. Non. Et elle n'est pas faite à voir comment le Québec a de la misère à bien des égards, à prospérer, à se développer et tout ça. Moi, je dis toujours que j'ai pas un attachement... L'image que j'aime utiliser, c'est que je me réveille pas le matin en pensant aux Rocheuses. Là. Non. Puis en chantant mon Haut-Canada, puis en disant... Non, moi, c'est un fédéralisme de convenance. Tu vois, je pense que j'ai inventé ce terme-là. Parce que c'est un fédéralisme de convenance. Ce que ça veut dire, c'est que le Canada me va. Te convient. Ouais, me convient. Puis jusqu'à preuve du contraire, on m'a pas fait la démonstration qu'on serait mieux si on était un Québec indépendant. Puis moi, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon pourrait tabler là-dessus. Puis je trouvais qu'il le faisait un peu au début. Là, dans les derniers mois, j'ai moins aimé ça. Puis sinon, l'autre chose sur le PQ, je le dis depuis l'élection, ça va être un enjeu de gestion d'énergie. À 4 députés, c'est pas un sprint qu'ils font, là, c'est un marathon. Puis les derniers kilomètres, les derniers mois vont être les plus difficiles. Et moi, j'ai trouvé qu'à la fin de cette session-ci, on commençait à sentir un peu la fatigue. Ils doivent choisir les enjeux sur lesquels ils vont se prononcer. Ils ne peuvent pas participer à toutes les commissions parlementaires. On a vu un chef péquiste qui était un peu plus irritable, qui a même réussi un peu à se faire définir là, le soupe au lait, puis le Paul Saint-Pierre Plamondon qui se fâche après les médias et tout ça. Ça va être ça leur défi là, pendant les 27 prochains mois, là, de gérer leurs énergies, le fait qu'ils sont une si petite équipe pour arriver à bon port. À bon port, puis debout. Lorsque viendra le temps de déclencher l'élection. Quand j'étais attaché de presse,
j'ai toujours dit que jamais je mentirais à un journaliste. Exact. Et sincèrement, je ne pense pas avoir menti, mais j'ai toujours dit que la vérité, c'est un cube. Ouais. Ça a 6 côtés, mettons, Ouais. et tu choisis de montrer La face. la face, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres aspects. Exactement. Mais c'est ça aussi le travail d'un attaché de presse. par Exactement. Puis d'ailleurs, je ne le dis pas négativement. Est-ce que j'ai fait ça dans mon rôle d'attaché de presse? Assurément, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi parce que c'est cet angle-là aussi qui souvent drive certains politiciens et les guide, etc. Mais là, alors, ce qui va intéresser les gens qui nous écoutent, etc., un peu dans ce rôle-là, tu sais, toi, là, comment tu fais la différence entre quelqu'un qui veut juste te spinner, quelqu'un qui veut nuire aux voisins, quelqu'un qui essaye de se positionner, quelqu'un qui aimerait vraiment ça que son nom sorte à la radio, là, tu sais, genre... Bref. C'est quoi l'avantage que j'ai sur d'autres? Ouais. C'est que je l'ai fait, la job. C'est ça. Ce qui fait en sorte, puis c'est tout le temps la même chose, c'est que mon détecteur à bullshit est assez aiguisé. Ouais, c'est ça. Fait que vas-y, tu sais, spin-moi tant que tu veux, mais je vais être capable après ça de séparer ce qui est crédible. Puis, parce que moi, je ne serai jamais fermé à écouter quelqu'un. Puis j'aime dire à la blague aux gens qui m'appellent que il m'aide à avoir l'air plus intelligent. Tu sais, des fois, si quelqu'un dit « Oh, ouais, c'est pas fou ce qu'il vient de dire. » Ouais, ben, c'est peut-être parce que quelqu'un me l'a dit la veille aussi. Tu sais. Fait que c'est important de pas... Faut pas que tu sois fermé à changer d'idée. Moi, tu sais, sur bien des enjeux, des fois, ma pensée va évoluer. Puis, en même temps, il faut que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui a un travail à faire. Puis, il y en a qui sont pas subtils. Il y en a qui sont très, 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 très efficaces. D'autres le sont moins. Mais c'est correct. Moi, le détecteur à bullshit va juste aller plus loin avec certains. Puis, je vais leur dire bel essai, mais je m'en vais quand même dans telle direction. Mais ils ont un travail essentiel à faire. Par contre, moi, ce que je trouve comparativement à ton époque, moi qui étais juste un peu avant ça, oui. Puis assurément du staff politique qui nous écoute, là, je trouve que les attachés de presse aujourd'hui sont rendus très formatés. Très, très, très formatés. La cassette? Très cassette. Très méfiant envers les médias. Tu sais, moi, à mon époque, là, répondre à un journaliste par courriel aurait été inimaginable. Ouais, fin du monde. Moi, au début, c'était les BlackBerry là, dans mon temps, là, mais un journaliste qui voulait te parler, tu prenais le téléphone, tu l'appelais, mais maintenant, ça se passe beaucoup par message texte parce que là, tu vas contrôler ce que tu dis, tu vas t'assurer de... Mais un bon attaché de presse est capable de dire « Écoute, on se parle entre nous, là. C'est vrai que mon ministre là-dessus, il l'a échappé, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est blablabla. » Mais ils ont beaucoup de misère à faire. Il y en a qui le font dans le gouvernement actuel, mais il y en a que c'est pas mal plus difficile, ce qui fait en sorte que, pour moi, même si je respecte immensément le travail qu'ils font, c'est souvent pas mal plus facile de passer directement par les élus ou par les chefs de cabinet. Ou, comment tu vois cette période-là du Parti libéral? Il y a une course qui s'en vient. Nous, on pense qu'évidemment, il va y avoir une course. Ça va être beaucoup plus sain que la dernière. Comment tu vois le contexte? Et est-ce que pour toi, il y a une lumière là, au fond du tunnel? Je pense que oui, parce que autant que moi, j'ai jamais prédit la mort du Parti québécois, autant que je ne prédirai jamais la mort du Parti libéral du Québec. C'est deux institutions, c'est des partis qui vont avoir des hauts et des bas, mais qui auront toujours une base forte qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir rebondir. La situation actuelle, moi, je pense, est une opportunité pour le Parti libéral, avec ce que tu viens de dire, la montée du Parti québécois, puis la course à la chefferie, puis là, le fait que finalement, on voit finalement enfin un intérêt, là, un début d'engouement. On verra ce que la course va donner, mais au moins, on sait qu'il y aura une course. Donc, c'est une opportunité, mais j'ai envie de vous dire que c'est un piège aussi. Parce que de penser que le cycle va se reproduire de façon infinie, toujours de la même façon, que le Parti québécois va parler de la souveraineté, parfait, nous autres, on va dire que la souveraineté, c'est dangereux. On va ressortir le passeport de Jean Charest qui disait, vous voulez mon passeport du Canada, puis ça va bien aller, puis les gens vont avoir peur, puis on va revenir. Ça, ce serait une grave erreur. Parce que
le narratif peut sembler être similaire, mais le contexte est différent. Le message... Il y a la CAQ, tu peux pas juste dire on va ressortir, puis le Parti libéral a eu souvent tendance à faire ça, à dire on va ressortir le playbook de telle élection, là, on va le rejouer par... Non, tu peux t'en inspirer, mais adapte-le. Je pense que le message, ils l'ont déjà eu parce que... Puis vous le savez, là, on a milité au Parti libéral, il y avait toujours ce discours-là qui se passait en arrière-scène où on avait comme garantie 40 à 45 comtés. C'était notre backup. Pire des cas, là, don't worry, on a 45 comtés. Ils ont mangé une claque, là. Ouais. Le 45, il a disparu vite, là. À l'Outaouais. Tu sais, il y a eu des sondages dernièrement qui montraient certaines remontées, mais qui aurait pu penser que l'Outaouais serait une région de la CAQ? Tu sais, ça n'a aucun sens, là. Effectivement. Mais en tout cas... on te définit souvent dans les médias comme un stratège conservateur. Oui. Alors justement, regarde, c'est sûr que tu as gagné en notoriété dans les derniers mois, mais disons qu'on va faire juste un petit 2-3 minutes, là, un petit peu. Rodolphe, qui il est, comment il est arrivé en politique et c'est quoi cette piqûre-là? Là? Ben écoute, arrivé en politique, ça a commencé, si je me souviens bien, c'était autour de 2009. J'ai décidé de quitter mon emploi. J'étais à l'époque comptable de formation, puis j'avais la piqûre politique. J'ai toujours aimé la politique. J'aime surtout l'histoire en commençant, puis naturellement, l'histoire et la politique, ça va ensemble. Et après, j'ai décidé que je voulais être candidat conservateur et le comté qui était le plus intéressant, là où j'avais des racines, mais aussi qui était intéressant stratégiquement pour moi, c'était Outremont, parce que Thomas Mulcair était député, était chef adjoint à l'époque du NPD. Donc, je me suis dit, ben écoute, il va au moins me donner un débat local à Outremont si je me présente. Ça va être comme mon baptême du feu et je vais voir si j'arrive à tenir la rhétorique, si j'arrive à faire au moins un débat avec Thomas Mulcair. Donc, l'élection de 2011, c'est ce qui est arrivé. En fait, à la fin, je crois qu'on n'en a pas fait un, on en a fait au moins une dizaine parce que ça a commencé par un. Puis le Parti conservateur m'a dit... Partout où il va, Thomas Mulcair, tu le suis. Donc, c'était super intéressant. Et ça a donné qu'ensuite, après l'élection de 2011, le gouvernement Harper est devenu majoritaire. On m'a demandé si je voulais venir travailler à Ottawa. Ça a été très facile d'une certaine façon. Ils m'ont dit, t'as quoi comme formation? Ben, j'ai dit comptable. Puis ils m'ont dit, mais t'as un accent français un peu, là. T'as pas l'accent québécois à 100%. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai étudié en Europe. Ils m'ont dit, c'est parfait. On a ce qu'on appelle l'accord de libre-échange Canada-Europe qu'on est en train de négocier. Tu vas aller au commerce international. Et j'ai fini au commerce international pendant 4 ans pour EdFast. Et pourquoi je suis dans les médias aujourd'hui? Ben, en fait, ça a commencé vraiment avec la course à la chefferie du Parti conservateur parce qu'il y avait Jean Charest qui était candidat pour le Parti conservateur. Et les médias anglophones m'ont appelé parce que je les connaissais, j'avais été directeur des communications dans le gouvernement Harper. Puis ils me disaient tous, ben écoute, on a besoin de quelqu'un qui nous parle de qu'est-ce qui se passe au Québec. Il y a un candidat du Québec, Jean Charest. Et en fait, c'est les médias anglophones qui m'ont fait confiance avant les médias francophones. J'ai fait beaucoup plus d'entrevues au tout début avec CBC et d'autres. Et après, ben, nul n'est prophète chez soi. Et après, c'est plus à la fin les médias québécois qui m'ont vu à la télé en anglais. Puis ils m'ont dit, mais tu parles français? Ben, je dis oui. Ils m'ont dit, ben viens aussi nous parler. Donc, ça a commencé en fait pendant la course parce que moi, j'étais neutre pendant la course à la chefferie entre Pierre Poilievre et Jean Charest parce que moi aussi, j'avais été candidat en 2019. Oui. Après le départ de Andrew Scheer, quand il y avait à l'époque, il y avait Aaron O'Toole et Peter MacKay. Alors après, j'avais décidé de rester neutre. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a eu ça. Il y a eu après l'élection provinciale. Et maintenant, ils m'ont demandé, vu qu'on est peut-être... on ne sait pas quand est-ce que l'élection va avoir lieu au fédéral, en 2024, en 2025. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait petit à petit ma place. Ou en tout cas, j'ai eu quelques tribunes, que ce soit Radio-Canada, 98.5. J'écris dans Le Devoir aussi. En 2015, moi, j'ai quitté le Canada. Quand Trudeau a été élu, j'ai dit... Moi, à ce point-là? J'ai dit, honnêtement, je ne donne pas mes impôts à Justin Trudeau. Je suis parti dans le Golfe. J'ai habité à Oman, j'ai habité à Dubaï, j'ai travaillé un peu en Arabie Saoudite. Et avant la campagne de 2019, certains anciens collègues à moi m'ont rappelé et puis m'ont dit, ben écoute,
est-ce que tu voudrais revenir pour être stratège pour Andrew Scheer, la campagne de 2019? Donc, j'ai comme dit, ben oui, je voulais pas comme ça faire la campagne de être dans le golf et pas au moins m'impliquer. Donc, je suis revenu pour cette campagne-là et j'ai été, oui, stratège, en tout cas directeur des relations avec les intervenants et la campagne. J'étais dans la fameuse qu'on appelle la War Room. Donc, j'avais jamais fait une campagne dans une War Room. Je l'ai fait pendant la campagne de 2019. Qui était une pas pire campagne en passant. C'est sûr que ça avait... en tout cas, il y a eu un virage à un moment donné, là, mais c'est ça. Mais George, moi, ce que je constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a avec nous quand même quelqu'un qui connaît bien le Parti conservateur de l'intérieur. Là, donc... Mais pas juste le Parti conservateur, en général, la politique au fédéral. Et on va se rendre là-bas, mais avant, juste parce qu'on était dans le sujet des médias et de toute cette attention-là que tu as obtenue depuis la campagne au leadership. Moi, ce que je remarque, puis on a souvent parlé de ça avec Salim, c'est que les médias traditionnels, surtout au Québec, c'est pas mal centriste, assez souvent centre-gauche aussi. Donc, d'avoir une voix qui est plutôt conservatrice et qui s'assume, je trouve ça quand même rafraîchissant. Et c'est pas de dire que moi, je suis conservateur, puis toi, t'es libéral ou whatever. Ça n'a pas rapport, la partisanerie. C'est juste... Le contenu médiatique, le fait qu'il y a l'autre côté de la médaille, que souvent, par le passé, moi, personnellement, je sentais que ça n'existait presque pas. On a eu Luc Lavoie, évidemment, l'autre fois sur le podcast. Donc, lui, il en était une. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'aimerais juste avoir un peu ton point de vue là-dessus. Toi, comment tu te sens? Parce que j'imagine que, à la radio, à la télé, les gens autour de toi sont peut-être qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? C'est quoi ta perception? Ben écoute, j'ai pas envie de faire la victime et je me vois pas comme une victime, quoi que ce soit, mais je t'avoue que c'est plus difficile pour un conservateur ou d'être identifié conservateur dans les médias que si, par exemple, j'étais de centre ou de gauche ou que j'étais pour la souveraineté. J'ai comme l'impression que, quand on est de gauche, c'est parce qu'on a du cœur. Si on veut un pays où on a de la souveraineté, ben, c'est parce qu'on a un idéal ou quoi que ce soit. Et on dirait que quand tu es conservateur ou tu es identifié comme conservateur, on te déshumanise d'une certaine façon. Tu veux juste payer moins d'impôts. Tu veux payer moins d'impôts, tu veux moins d'État, tu crois pas à ci, tu crois pas à ça. Donc, j'ai quand même l'impression que des fois, souvent, ben, c'est plus difficile pour nous de faire notre place. C'est plus difficile qu'on nous donne des tribunes. Et c'est pas pour être une victime, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'aussi la barre, elle est beaucoup plus haute pour nous. Ça veut dire on doit faire très attention à ce qu'on dit. On dirait que si on fait des erreurs, ben on va plus nous les reprocher, par exemple, que d'autres. Et c'est pour ça aussi que beaucoup ne veulent pas y aller. J'ai beaucoup d'anciens collègues que des fois, je leur dis hey, tu voudrais pas aller parler de ci ou tu voudrais pas parler de ça, puis ils me disent jamais de la vie. Ça fait pas aussi... Aussi, il y a un truc culturel, nous, du Parti conservateur, et peut-être c'est l'école Harper, c'est que nous, on n'était pas habitués à se mettre de l'avant. Ça n'existait pas pour nous. Ça veut dire des conseillers politiques qui se mettent de l'avant ou même qui tweetaient comme aujourd'hui, je vois à Ottawa ou à Québec, on connaît, ça n'existait pas. Nous, on ne tweetait pas, on ne donnait pas notre avis. À la limite, on parlait, comme vous connaissez l'expression, en background, mais c'était tout. Moi, ça m'a vraiment surpris, par exemple, Justin Trudeau, à quel point Gerald Butts, son secrétaire principal à l'époque, quel poids médiatique il avait. C'est-à-dire, moi, c'était inconcevable pour nous, en tout cas, comment moi, j'ai été formé dans le gouvernement Harper, l'école Harper, si je peux l'appeler. C'était pas comme ça du tout. Je vais te donner un exemple, puis ça, c'est un exemple connu aux États-Unis. Le speechwriter de George W. Bush a été renvoyé quand il s'est sorti qu'en fait, c'est lui qui avait écrit la fameuse phrase « Axe du mal »,« Axis of Evil ». Oui, quand on a su qui c'était et que ça a transpiré dans les médias, il a quitté parce que le crédit ne va pas à un speechwriter, il va au président des États-Unis. Comme moi, dans mon école politique, ça veut dire on faisait des choses... Les mauvaises nouvelles, c'est pour les conseillers politiques. Les bonnes nouvelles, c'est le ministre. Ça veut dire. Mais pourtant, ça a bien pogné, cette phrase-là. Oui, mais quand c'est sorti, il a finalement quitté, ou en tout cas, il ne pouvait plus rester en fonction. Mais ça, c'est intéressant parce que effectivement, dans le fond, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans le staff politique, il y a une volonté d'exister. Oui, Or, la norme veut que normalement, le staff politique n'existe pas. Celui qui existe, c'est le ministre que tu représentes ou le premier ministre que tu représentes. Mais effectivement, puis toi, tu as été secrétaire de presse, je l'ai été moi aussi, directeur de communication aussi, etc. Là. On a tous eu des petites idées de génie
que nos ministres ont utilisés pour lesquels nous n'aurons jamais le crédit. Oui, mais c'est pour ça que dans les coulisses, ça veut dire nous, en tout cas, si on décidait d'être conseiller politique, on le savait que la définition de tâche, c'est d'être des conseillers de l'ombre. C'est ça. Par exemple, on apprend que maintenant, Luc Lavoie, par exemple, partage des histoires de l'époque Mulroney. Il peut le parler maintenant, mais moi, je vous le dis tout à fait honnêtement, j'ai des fois de la difficulté, si je vois certaines situations, dire c'était quoi mon rôle ou quoi que ce soit. Tu as parlé de Canada-Europe. J'en ai plein des anecdotes de Canada-Europe, mais je me sens pas encore l'habilité même des fois de les partager ou de le dire qu'est-ce que c'est vraiment passé en coulisses. J'ai comme l'impression que le temps n'a pas fait. Je me vois pas encore déjà écrire un livre sur qu'est-ce qui s'est passé ou des choses comme ça. Non, puis surtout pas sur notre podcast, parce que la dernière fois que quelqu'un a raconté une anecdote, c'est pour ça. Ça a pas bien été. Je trouve que depuis peut-être 2019, ou si on veut vraiment l'étaler à 2021, à la dernière campagne, moi je pense que c'était même avant ça, ça va pas si bien pour lui. Les gens commencent à réaliser que tes politiques sont un peu dures à croire. On voit pas vraiment des résultats tangibles. Les relations avec le Canada et le reste du monde, c'est fragile. Là, cette année... plus cette année que les autres auparavant, on voit que même les relations entre les provinces et Ottawa s'empirent de plus en plus. Comment, toi, tu vois ça? Ben, écoute, je vais te dire quelque chose. Avant, quand je disais il y a quelques années que je suis un ancien du gouvernement Harper, on me lançait des tomates encore. Harper, c'était un pire bilan, puis quoi que ce soit, puis tout ce que tu veux. Puis j'ai l'impression que maintenant, de plus en plus, que des fois, je dis, ben, nous, à l'époque Harper, je me fais moins attaquer. Ça veut dire, parce que je me pose la question vraiment en termes de, ça va être quoi le leg politique de Justin Trudeau? Je ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. C'est à lui de prendre la décision. Mais quand je regarde maintenant le passé, j'ai l'impression qu'envers le premier ministre Harper, on commence à dire que le pays était bien géré, contrôle des finances était important. Oui. Même des choses, par exemple, qui disaient, à l'époque, on disait, Stephen Harper nous faisait honte en international, ou il avait coupé les affaires étrangères, ou des choses comme ça. Maintenant, quand tu regardes le bilan, que ce soit les affaires étrangères, quand tu regardes les dépenses, quand tu regardes la dette, et tu te dis, mais en fait, grosso modo, ça va être quoi le leg politique de Justin Trudeau, ces 8 ans, 9 ans au pouvoir, à part légaliser la marijuana, par exemple, et avoir doublé la dette, je commence à avoir de la difficulté à me dire, mais il a fait quoi de vraiment... Tu sais, Brian Mulroney vient de décéder il y a quelques temps, puis on a parlé de son bilan, on a parlé à quel point il a voulu transformer le Canada. Puis maintenant, Georges, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que Justin Trudeau, il a oublié 2 éléments. Il a oublié que son rôle premier, c'est l'unité du Canada et le respect de la Constitution. Et là, pour l'instant, il ne le respecte pas du tout en termes d'ingérence des compétences, etc. Et surtout, même, je suis en train de voir, je me dis, mais est-ce qu'il fait exprès d'antagoniser le Québec puis de donner des armes à Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple? Alors, je me dis, mais attends, là, tu n'es pas en train de respecter la Constitution, tu es en train de l'unité du pays, qui est la responsabilité la plus importante pour le pays, tu n'es pas en train de le faire. Puis là, je ne suis même pas encore en train de rentrer dans tout cet argent qu'on a dépensé, tout cet argent, toute cette fonction publique qui a grandi. Et après, tu te dis, mais attends, là, j'ai de la difficulté à avoir des passeports, j'ai de la difficulté assis, la qualité des services n'a pas augmenté tant que ça. Donc, je me dis, mais il est parti où tout cet argent? Le plus important aussi, je pense, on oublie souvent ça, mais moi, c'est comme ça que j'analyse un premier ministre, et peut-être au provincial, vous avez l'expérience, c'est quand tu quittes ou quand tu perds le pouvoir, ça prend combien de temps pour que ton propre parti revienne au pouvoir? Parce que si tu as tué la brand de ton parti, si ça prend 12 ans, 13 ans, 14 ans pour que tu reviennes au pouvoir, c'est que tu n'as pas laissé une bonne image. Puis c'est ça la réalité. Si on regarde les conservateurs, en 93, ça a pris de 93 à 2006 après Brian Mulroney pour Stephen Harper, c'est 13 ans. Et encore, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a eu une fusion. C'est ça, il y a une fusion. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu la fusion, peut-être que ça aurait duré encore plus longtemps. Oui, encore plus longtemps. Puis et tout ça. Puis regardez, au Québec actuellement, qu'on regarde, ça va prendre combien de temps pour le PLQ pour se reconstruire? Puis tu sais, tu regardes Jean Charest, puis moi je trouve que c'est quelque chose qui va dans la colonne des plus pour Jean Charest. Jean Charest a perdu son poste, a perdu son siège, mais le PLQ est revenu 2 ans après avec Philippe Couillard. Donc, ça n'a pas pris si longtemps que ça pour que le PLQ revienne. Maintenant, je me pose la question, après Dominique Anglade ou après Philippe Couillard, dépendamment de qui tu prendras comme chef, ça va prendre combien de temps pour le PLQ de revenir? Donc, moi, c'est comme ça que je me dis, quand est-ce que, imaginons qu'on fait de la politique fiction,
imaginons que Pierre Poilievre devient premier ministre, ça va reprendre combien de temps pour les libéraux? Est-ce que ça va être 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats? C'est ça, je pense, la question. Ça, effectivement, en fait, je suis d'accord. C'est très théorique, là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, tu sais, le temps que tu passes dans l'opposition est un peu le reflet de l'état dans lequel tu as laissé ton parti aux yeux des Canadiens. Oui. C'est tout à fait vrai. Il reste que, tu sais, quand les libéraux ont perdu face à Stephen Harper en janvier 2006, la marque libérale était abîmée par le scandale des commandites. Oui. Paul Martin, tout ça, oui. Exact. Jean Chrétien, oui. Alors, c'est sûr que là, on est un peu dans un cas de figure différent où on sent qu'il y a une sorte de fatigue électorale. Oui. On sent qu'il y a un certain ras-le-bol. Même ceux qui étaient favorables à un certain niveau de dépenses, peut-être qu'à un moment donné, trouvent que ça devient trop, c'est comme pas assez, en bon québécois. Oui. Oui, c'est sûr que, bon, il y a dans les médias ou dans l'opposition, on pourra toujours dire que, bon, il y a eu un scandale par-ci, un scandale par-là, etc. Mais on va s'entendre, il n'y a aucun scandale aussi gros que celui des commandites qui a laissé le PLC dans cet état-là. Je sais pas. Ça veut dire, c'est vrai. Ça veut dire, en termes de We Charity, c'était gros. Je sais que ça n'a pas pris l'ampleur, mais on parlait presque de 750. On allait presque donner 750 millions de dollars à gérer à un organisme qui était en fait les amis des autres, puis tu n'avais aucune rigueur. Non, mais je suis désolé, il y en a beaucoup. Là. Je veux pas t'interrompre. Oui. Mais l'ingérence de la Chine étrangère, c'est pas fini. Là, on est que la... On en a parlé souvent dans ce podcast. Exactement. Il y a le passeport, là, le Arrive de 60 000 $ est arrivé à 60 millions. Comment? Et Jody Wilson-Raybould. Jody Wilson-Raybould, c'est gros quand même. Puis si tu regardes aussi, il y a quand même eu... Justin Trudeau, c'est le seul premier ministre qui a été blâmé 2 fois par le commissaire à l'éthique pour des vacances puis des voyages qu'on ne comprend pas. Là. Ça veut dire des trucs que c'est self, comme on dit en anglais, lui-même, il l'a fait. Il n'y a personne qui lui a dit « Hey, tu dois aller en vacances en Jamaïque ou aux Bahamas ou au Costa Rica. Mais écoute, moi, ce que je me dis, c'est que regarde actuellement les sondages. Puis regarde aussi, un truc qu'on a beaucoup parlé, c'est le budget fédéral qui est tombé la semaine dernière. Puis ça faisait, tu sais, cette stratégie d'avoir fait ce striptease, comme tout le monde l'a appelé, de 3 semaines de dépenses. Puis il y a eu le sondage léger qui est tombé, puis tu vois que ça n'a pas fait bouger l'horloge. Donc en fait, un gouvernement, puis vous connaissez ça aussi avec vous, votre expérience, tu sais, le budget, normalement, c'est ta carte maîtresse. Puis là, ils sont allés all-in. Puis ils ont fait une stratégie, soi-disant, novatrice de se dire, tous les jours, je vais investir des milliards, soi-disant. Et ils disent investir, pour moi, c'est des dépenses, mais c'est pas grave. Puis après, tu te dis, ils n'ont même pas fait bouger un tout petit peu l'aiguille. Alors, je pense que oui, Salim, le mot que tu as utilisé, c'est que la fatigue du pouvoir et le fait que le message ne passe plus et même, je pense que ce message de dépensier est devenu cristallisé parce que eux-mêmes ont mis de l'eau à leur propre moulin. Pourquoi est-ce que quand tu as une image d'être un gouvernement dépensier, tu fais un roll-out, excusez-moi l'expression, de 3 semaines où tous les jours tu annonces 1 milliard ou 2? Moi, je trouve qu'ils se sont eux-mêmes, puis quand tu regardes les sondages, ça n'a même pas fait bouger l'horloge. Pour revenir à ta question, tu arrives au fauteuil de premier ministre, puis tu as 40 milliards de déficit le jour 1. Ouais. Puis deuxièmement, moi, j'y crois pas. En tout cas, j'ai pas envie d'être... Je vous dis pas que je suis un négationniste, mais le budget actuel, j'ai très hâte d'avoir l'analyse du directeur parlementaire du budget à Ottawa. Parce que lui a dit que ce serait 47 milliards de déficit. Oui, ils sont soi-disant dit qu'ils vont aller chercher 20 milliards sur le gain en capital. En passant, moi, je ne le crois pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas qu'ils iront chercher 20 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup d'estimations. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment joué un tout petit peu. Puis c'est exactement pour ça qu'on a un directeur parlementaire du budget. En passant, pour la petite histoire, c'est Stephen Harper qui a voulu ça parce que quand il y avait le gouvernement Martin, puis quand il y avait le gouvernement Chrétien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, soit ils surévaluaient les dépenses, puis après ils disaient, regardez comme on a bien fait, le déficit est moins élevé que prévu ou le surplus est plus grand que prévu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu comptable. Donc, j'ai hâte de voir... C'est prévu pour quand? Ben, normalement, écoute, ça va lui prendre peut-être 1 mois, j'imagine, ou quoi que ce soit. Ça s'en vient bientôt. Oui. Écoute, avant la fin de la session. Oui, ben, il va demander, il va regarder les différentes estimations, etc. C'est sûr qu'il va demander, ou en tout cas, le comité des finances publiques va demander, des comités des finances va demander que le directeur parlementaire vienne expliquer ou en tout cas donne son avis sur le budget. Mais oui, écoute, puis cette taxe sur les riches, je sais que je l'ai déjà dit sur d'autres plateformes. Mais c'est quoi un riche? Là? Non, mais moi, j'y crois
tellement pas. Puis j'ai reçu tellement de messages de gens qui m'ont envoyé des messages sur mes médias sociaux et je suis sérieux. Un coiffeur m'a écrit. Un coiffeur m'a dit, je suis coiffeur et j'ai acheté un duplex et c'est mon fonds de retraite. Ouais. Je n'ai pas de retraite. J'ai travaillé toute ma vie. Non, je ne crois pas à la bourse ou je ne fais pas ça. Puis je me suis acheté un duplex. Puis l'augmentation de valeur, on peut, pourquoi à la base, le gain en capital n'est taxé qu'à 50 %? Parce qu'il y a l'inflation. Ça veut dire c'est pas du gain. Tu n'es pas en train de... Si tu achètes quelque chose qui vaut 300 000 il y a 30 ans puis que tu le vois 1 million aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu as fait 700 000. Ça veut dire que 1 million aujourd'hui, c'est l'équivalent de 300 000 il y a 30 ans. Tu n'as pas fait un gain en capital. Je sais qu'on dit que tu as fait un gain. Mais si tu regardes l'inflation, les dollars d'aujourd'hui et les dollars d'hier. Donc, j'ai comme l'impression que cette nouvelle taxe, ça va faire plus que pas seulement les riches. Je ne pense pas qu'elle a été bien ciblée. Et on est en train aussi, d'une certaine façon, tu ne peux pas comme ça changer des règles. Ça fait 10 ans, 15 ans. Tu sais, je crois que la dernière fois, c'était en 2004 sous Paul Martin. Alors, ça fait 20 ans qu'elle est là, cette règle du 50 % de taxa. Pourquoi tu la changes comme ça? En 2 mois, tu te dis, OK, on est au mois de mai, avril, puis si tu ne vends pas au mois de juin, on taxe un tiers de plus. C'est sûr que c'était un peu inattendu. Oui. Mais quoique le NPD l'avait réclamé, mais je veux dire, c'est quand même inattendu. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés le lendemain du budget en se disant WTF. Là, mais alors... juste une affaire. Je sais que toi, tu as surtout été un acteur sur la scène fédérale. Tu observes ça encore très, très bien, mais tu observes aussi ce qui se passe à Québec. Oui. Il se trouve qu'à Québec, on a un parti qui n'est pas nécessairement Québec solidaire. Non. Qui a décidé d'emboîter le pas au gouvernement fédéral. Comment t'expliques ça? Bon, tout d'abord, je veux dire quelque chose que peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, mais je voudrais féliciter le Parti libéral du Québec d'avoir pris la position de dire que c'était inadmissible que le Québec, comme ça, suit le fédéral. Parce que, souvenez-vous, combien de fois on a entendu François Legault, Éric Girard dire « On est au Québec les plus taxés en Amérique du Nord. On est au Québec les plus taxés en Amérique du Nord. » Et combien de fois ils ont dit, OK, nous, on va se battre, on est nationaliste, on est autonomiste, on est je sais pas quoi. Le fédéral va pas nous dire quoi faire pour l'immigration. Puis le fédéral, il va pas contester la loi 21, c'est pas de ses affaires. Puis le fédéral, il y a pas, nous, on va protéger le français, puis tout ce que tu veux. Puis quand vient le temps de dire à Ottawa, au Québec, on est déjà plus taxé que tout, puis non, vous n'allez pas nous dire quoi faire, ça a même pas pris 48 heures que... Comme ça, la CAQ, tout d'un coup, ils te disent « Ah, mais non, on va harmoniser aussi, puis on va aller chercher $1 milliard dans la poche des Québécois. » Honnêtement, ça fait aucun sens. Puis bravo, en tout cas, au PLQ. Tu sais, souvent, des fois, je comprends pas des fois le PLQ, ou des fois, je trouve qu'ils... Nous non plus. Non, mais des fois, qu'ils ratent des opportunités, ou des fois, qu'ils réagissent trop, ils prennent trop de temps à réagir. Ouais. Là, j'ai vraiment envie de dire bravo, parce qu'ils sont sortis tout de suite. J'imagine que le fait qu'ils ont Marois Risky, qui est une ancienne fiscaliste et doctorat en fiscalité avec Fred Beauchemin, j'ai l'impression qu'ils ont allumé très rapidement, mais bravo, puis je la comprends pas de combien de fois, je le répète, combien de fois j'ai entendu François Legault et le gouvernement de la CAQ dire on est les plus taxés en Amérique du Nord, les plus taxés. C'est pour ça qu'ils ont baissé les impôts. C'est pour ça, par exemple, qu'ils voulaient donner des chèques ou quoi que ce soit. Puis là, tout d'un coup, ça ne les dérange pas d'aller chercher $1 milliard et de s'allier avec Justin Trudeau et de pas. Tu sais, c'est Roxham, écoute, les exemples sont il y a tellement d'exemples du Québec. La santé, c'est ça. Puis vous ne nous donnez pas assez d'argent pour la santé pour nous donner. Puis, non, je ne la comprends pas. Est-ce que ça t'étonne de voir que Justin Trudeau est toujours là? Parce que nous, on en a déjà parlé. Moi, j'étais prêt à gager n'importe quoi que Justin Trudeau allait démissionner. Ben avant. On ne sait pas s'il va rester ou non, là, mais ça me surprend toujours qu'il est là. Et je me demande, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre analyse que nous. J'ai aucune idée, mais qu'est-ce qu'il fait là toujours au pouvoir, lui? Écoute, avant de répondre à ta question, puis vu qu'on est tous des anciens conseillers politiques, je vais te poser une question. Tu trouves ça bizarre, tu trouves pas ça bizarre plutôt que Justin Trudeau, ça fait 8 ans, presque 9 ans, 8 ans et demi qu'il est au pouvoir, puis avant ça, il était chef de l'opposition, pas chef d'opposition, mais il était chef de parti. Depuis le début, il a la même chef de cabinet. Ah. Est-ce que tu connais des conseillers politiques qui peuvent rester dans le poste le plus stratégique et le plus névralgique comme ça pendant 9 à 10 ans? C'est le cas du chef de cabinet de M. Legault, par exemple. Ben, c'est comme ça mais qu'il y a des fois... mais ça fait pas 9 ans.
Non, ça fait pas 9 ans, mais ça fait quand même 6 ans. Là. Mais pour moi, je la comprends pas, celle-là. C'est-à-dire, en tant qu'ancien conseiller politique, tu sais que nous, notre rôle, c'est d'être des pompiers. Quand tu es conseiller politique, tu dois prendre toute la pression et tout ça. Le fait qu'il a la même conseillère, sa première conseillère, ce soit Katie Telford, moi, je trouve que déjà, c'est rare que ça dure plus qu'un mandat. Surtout aujourd'hui, avec tout qui va tellement vite, les médias sociaux, le temps de réaction. Tu sais, Jean Chrétien avait Jean Pelletier, qui était son chef de cabinet, mais à l'époque, il s'envoyait des lettres. Là. Ça veut dire t'envoyais une lettre, tu la recevais une semaine plus tard. Il n'y avait pas de courriel presque. Quand quelque chose se passait, c'était 3 jours plus tard que c'était dans les médias. Oui, c'est ça. C'est comme, allez, on envoie un téléx, puis peut-être qu'on recevrait une réponse dans une semaine. Donc, c'est pour ça. Puis écoute, je sais pas. Je pense que le problème entre les politiciens, puis il y avait un super bon podcast, pas un podcast, mais Penelope McQuaid à Radio-Canada hier en parlait. Les politiciens, souvent, ne savent pas partir. Ils préfèrent être battus. Ouais. Que de quitter au bon moment. Ça veut dire, je pense que c'est le scénario de Jean Charest, je pense que c'était le meilleur. Il a perdu le gouvernement, puis il a perdu son siège, donc il n'a même pas eu besoin de démissionner. Ouais. Mais souvent, c'est ça. Souvent, on se dit c'est l'élection de trop. C'est ça. Mais alors, justement... Parce que Brian Mulroney, par exemple, a préféré quitter, n'est pas allé n'a pas fait l'élection de 93. Non, effectivement. Puis tu sais, ça avait donné la course au leadership qu'on connaît, avec aussi un résultat qu'on connaît, parce que de passer d'une des plus larges majorités de l'histoire, enfin la plus large en 84, à 2 députés, c'est quand même impressionnant, hein, comme chute, pour un parti, je veux dire. Ouais. Mais tu sais, ça c'est quand même c'est quand même très intéressant, parce que est-ce que c'est pas justement, à ton avis, là, on parle ancien staffer, etc., là, est-ce que c'est pas justement la façon dont on fait de la politique au Québec et au Canada? C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un chef et de préparer 2-3 dauphins, qui peut être le meilleur d'entre eux. Parce que généralement, quand tu fais ça, c'est sûr que tu te fais bouffer par les jeunes loups, là. Pendant longtemps, on a dit, on l'entend moins récemment, pendant longtemps, on disait... Legault, lui, va se faire manger par Simon Jolin-Barrette, par Madame Guilbeault, par d'autres, etc., qui ont le couteau entre les dents, etc. On le voit moins, on le sent moins, tu sais, je veux dire... Qu'est-ce que t'en penses? Oui, écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je pense que la façon d'aller, puis finalement de quitter la politique en te faisant battre, c'est qu'en fait, t'as pas de regrets. Parce que des fois, par exemple, tu vas quitter puis tu dis merde, j'aurais pu peut-être faire un 2e, un 3e, un 4e mandat, des choses comme ça. Donc, déjà, au moins, tu as la certitude que, bon, on t'a mis à la porte, tu auras plus. Tu sais, un peu comme Bernard Landry qui a démissionné, qui aurait peut-être pas dû démissionner, puis que toute sa vie a eu des regrets. Puis tu viens de me parler de dauphins. Mais même les dauphins, c'est très rare, en tout cas dans la politique moderne, qu'un dauphin réussit à succéder. On l'a vu, par exemple, Kim Campbell après Brian Mulroney. On l'a vu, Daniel Johnson, ça n'a pas marché. Pierre-Marc Johnson, ça n'a pas marché non plus. Donc, tu vois, c'est très, très difficile. Ça a marché pour le père de M. Trudeau, après Lester B. Pearson. Il a réussi à continuer. Paul Martin, ça n'a pas été un grand succès. Un petit succès. Oui, un petit succès, mais bon, il a fait 2004, mais après 2006. Mais comme minoritaire. C'est pour ça que je te dis, c'est très difficile. Puis même si aujourd'hui, tu me disais... OK, ils font une course à la chefferie au Parti libéral, puis ils mettent je sais pas qui, Mark Carney ou je sais pas qui, ben, si tu regardes l'histoire récente, il n'y a pas beaucoup de chances non plus qu'il arrive à renverser la tendance, parce que quand c'est quelqu'un du gouvernement, ben, il porte aussi la responsabilité de 9 ans ou le 8 ans. C'est-à-dire, imaginons que ce sera Chrystia Freeland ou quelqu'un d'autre. Ben, tu faisais partie du gouvernement. C'est-à-dire, Pierre Poilievre, c'est facile de dire « Hey, tu faisais partie du gouvernement, tu n'as pas le choix. » Tu sais, comme... Je ne sais pas si vous vous souvenez du débat de Brian Mulroney de 84 contre Turner. Oui. Et il lui disait « You had a choice ». C'était toi. C'était le tournant. Ben c'est ça. Donc, à Turner, il portait le bilan de Trudeau. Donc, si c'est un ministre de Justin Trudeau qui succède, il portera le bilan de Justin Trudeau. Si c'est quelqu'un qui n'a pas, ben souvent, ben c'est très difficile de changer la tendance une fois que l'image d'usure du pouvoir des libéraux est cristallisée. Alors, tu dois sans doute être au courant de cette règle non écrite au Parti libéral du Canada. Anglais-français? Anglais-français, et je dirais souvent... Est-ouest? Ouais, mais je dirais souvent québécois, non québécois. Oui, c'est ça. Donc, vraiment ça. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu contesté cette histoire-là avec le fait que Martin a succédé à Chrétien. Mais Martin, c'était un franco-ontarien, élu du Québec, mais c'était un ontarien. Oui. Tout le monde le voyait comme un franco-ontarien et pas parce qu'il était élu à Ville-Marie. Là. C'est ça, exactement. Donc, fait que dans le fond, s'il devait y avoir un changement de leadership au sein du Parti libéral du Canada, que ce soit avant ou après les élections, là, on ne le saura pas.
penses-tu que c'est une règle qui va être maintenue? Sachant que le chef qui va être dans le creux de la vague, ça se peut qu'il ne devienne jamais PM. Tu vois? Écoute, moi, je vais te dire la vérité. Et sachant qu'il y a peut-être aussi des Québécois ou des Québécoises qui sont intéressés par le poste de M. Trudeau. Écoute, je veux te dire, moi, je l'ai écrit dans Le Devoir, donc c'est déjà public il y a quelques mois. Moi, je m'étais dit que, et j'ai réfléchi en tant qu'entente stratège, que si j'étais ministre libéral il y a quelques mois et que j'avais des ambitions de peut-être succéder à Justin Trudeau, j'aurais déjà remis ma démission pour pouvoir avoir un tout petit peu de distance et de se positionner. Et pour l'instant, en tout cas, aucun ne l'a fait. Bill Morneau. Oui, Bill Morneau, oui, il a démissionné. Mais c'est pour ça, donc je me dis, stratégiquement, c'est un peu comme ça que tu le fais. Tu dois mettre au moins un tout petit peu de distance ou quoi que ce soit. Ensuite, je me dis, bon, mais combien de temps ils vont rester? Moi, actuellement, je ne sais pas qui va être successeur, ou en tout cas, je n'ai pas d'idée. Mais je vois plus, par exemple, un gars comme, une personne, comme François-Philippe Champagne dire, OK, je vais aller sauter à l'arène provinciale, par exemple, parce que l'avenir est fermé au fédéral ou quoi que ce soit. Et je ne vois pas... C'est des choses comme ça plus que je vois. Je pense qu'il y a pas mal de députés qui vont se dire, on ne va pas se représenter. Et je te l'avoue, c'est arrivé sous le gouvernement Harper, souvenez-vous. Peter MacKay avait dit « je ne me représenterai pas ». Christian Paradis a dit « je ne me représenterai pas ». James Moore a dit « je ne me représenterai pas ». Donc, tu sais, des fois, quand tu commences à avoir des poids lourds qui commencent à dire « hey, je ne ferai pas une autre élection », c'est que tu sais que c'est la fin. Et si tu n'as pas démissionné pour un peu prendre de distance, c'est très difficile après de reprendre le parti. Là, tu ouvres la porte au provincial, et spécifiquement avec François-Philippe Champagne. On entend les rumeurs, évidemment. Là, on est proche du parti aussi. Oui. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui risque de sauter dans l'arène politique provinciale avec tout ce fardeau-là, tout le baggage de Justin Trudeau et de cette fatigue qu'on vient de parler, est-ce que c'est une bonne idée pour lui ou peut-être qu'il devrait juste simplement prendre son téléphone, appeler quelqu'un parmi tous ses contacts qu'il a fait pendant ces 9 ans puis se trouver une job? Moi, j'ai 2 mots pour toi. Capitaine Canada. Moi, je trouve ça extraordinaire ce qui est en train de se passer au Québec et je me pose la question à savoir, vu que maintenant on est revenu dans l'axe traditionnel avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'assume à 1000% puis qui dit qu'il y aura un référendum, ça fait qu'on revient dans l'axe traditionnel fédéraliste, souverainiste ou indépendantiste ou séparatiste comme tu veux. Donc moi, la question c'est qui va être ce capitaine Canada? Puis on sait l'histoire, comment ça a été, par exemple. Quand il y a eu le dernier référendum, c'était pas Daniel Johnson, capitaine Canada, c'était un certain Jean Charest. Puis Jean Charest, il venait d'où? Il venait du fédéral, par exemple. Donc, moi, je le vois, en tout cas, François-Philippe Champagne, s'il y en a qui pourraient incarner d'une certaine façon au Québec ce capitaine Canada, je pense qu'en tout cas, il ferait partie d'une liste sérieuse en se disant, ben lui peut montrer que le fédéralisme marche. Puis en plus, pour toi, c'est probablement le plus conservateur des Rouges. Ben, peut-être d'une certaine façon, oui. Ben, en tout cas, il pourrait... Tu sais, on va pas se faire d'histoire. Le Parti libéral du Québec, et vous avez fait campagne comme ça, et quand je dis vous, c'est vous. Tu sais, vous êtes le parti de l'économie. Qui mieux qu'un François-Philippe Champagne, par exemple, pour redonner des lettres de noblesse économique, par exemple, au PLQ. Et moi, j'ai l'impression, surtout, le hasard fait qu'aujourd'hui, qu'on enregistre ce balado, ben, ils viennent d'avoir l'annonce de Honda en Ontario. J'ai comme l'impression qu'il est en train de terminer les derniers éléments de sa stratégie au Québec, au Canada. Je pense qu'il reste que, lui-même l'a dit, il me reste que quelques investissements. Puis c'est très intéressant, la date du prochain chefferie du PLQ. Je pense que la date de mise en candidature, la limite, c'est en avril. Avril, oui. Ouais. Bon, le prochain budget, c'est en avril. Donc, imaginons qu'il dépose un dernier budget au gouvernement fédéral. François-Philippe Champagne termine d'une certaine façon tous ses investissements, puis ensuite ferait le saut. Je ne trouverais pas ça bizarre. En plus, il n'y aurait même pas de partiel parce qu'à moins d'un an de la générale... En tout cas, moi, je pense que François-Philippe Champagne est à considérer et qu'il pourrait mettre ça en avant. Maintenant, le seul problème, c'est que Denis Coderre, maintenant, on est obligé un peu de lui donner raison parce qu'il avait dit que ce serait une élection sur le référendum, puis là, on est en train de voir qu'il a raison. Moi, je pense surtout que ça ne devrait jamais être Denis Coderre parce que je pense qu'il va planter le Parti libéral du Québec.